Vous êtes bien assuré? Parce que vous allez écouter une nouvelle histoire de social calling. C'est un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête. Chers auditorices, je sais que tu es confiné, lassé d'être privé de ta liberté de mouvement. C'est pourquoi aujourd'hui je t'emmène en voyage, dans les pas de Solène Thomas, la fondatrice d'Éclore, cette association qui milite depuis 2015 pour donner un sens humain au travail. Ce voyage débute en Thaïlande, avant de se poursuivre le long du Gange, en Inde, de Delhi à Bénarès, en passant par Rishikesh. Là où cette grande brune charismatique va saisir sa vocation comme un retour de boomerang, la percutant de plein fouet. Tout commence donc à Chiang Mai, ce jour de février 2013. Solène l'ignore encore, elle vient de croiser la route d'une femme qui va lui ouvrir la porte du silence intérieur. Vipassana, 10 jours sans parler, sans regarder personne dans les yeux, sans toucher, sans lire, sans écouter de musique, 10 jours à méditer 12 heures par jour, 10 jours face à soi-même, à sa vérité. À toi qui m'écoutes à l'autre bout du fil, cap ou pas cap? Et quand je reviens en France, j'en parle à un ami qui était un peu un mentor à l'époque, qui était vraiment dans les clichés de la réussite, un polytechnicien, dirigeant d'une entreprise, conférencier de renom. Et je lui parle de Vipassana et 24 heures après, il me dit « Écoute Solène, je me suis renseignée, il paraît que c'est extraordinaire. Et moi, je vais tenter l'expérience. » Et en fait, c'est presque mon ego qui a été piqué. Je me suis dit, mais lui, il va faire ça. Je le projetais pas trop, en fait, dans ce genre d'expérience. Et je me dis, mais si lui, il le fait, moi aussi, il faut que j'y aille. Et donc, voilà, je me suis inscrite dans la foulée. Sans trop savoir à quoi m'attendre, en étant dans un moment où j'étais très bien dans ma vie. Donc, j'y allais pas pour compenser quelque chose ou pour me prouver quelque chose, mais par goût de l'expérience, par envie d'essayer. Il n'y a pas d'enseignement spirituel dans Vipassana. C'est l'enseignement d'une pratique de méditation assise, silencieuse. Et on pratique de 4 heures du matin à 20 heures le soir. Donc c'est extrêmement intensif. On s'alimente bien et peu. On partage des dortoirs. Voilà, et c'est une expérience qui souvent transforme les personnes qui la vivent. En tout cas, moi, ça a été extrêmement transformant. Pourquoi ça a été une telle transformation pour toi ? Ça a transformé mon rapport au corps, mon rapport à l'alimentation, au sommeil, à la sexualité, la dimension corporelle. Émotionnelle, prendre conscience que nos émotions sont comme des GPS, nous apportent des messages qui sont à traiter et pas à subir ou à camoufler. Donc un nouveau rapport à l'émotion. Une dimension mentale aussi, on apprend qu'on peut maîtriser nos pensées et pas subir notre flot de pensées. Et puis la dernière dimension, c'est une dimension spirituelle où vraiment j'ai recontacté la dimension de l'esprit que j'avais oubliée. Et depuis, je chemine dans cette recherche de réconciliation de l'esprit et du corps. Je suis dans un état contemplatif et qui est d'ailleurs... qui n'est pas souhaitable sur la durée. J'ai vraiment vu les limites de cet état, parce que pendant 2-3 ans, j'étais vraiment... j'étais dans les travers, je prenais refuge dans la méditation. Et j'avais beaucoup de mal à... Ouais, je voyais que le beau, en fait. Je voyais que le beau de l'être, de la vie. Et j'étais pendant 2-3 ans un peu là-dedans. Il m'a vraiment fallu des rencontres dont je parlerai pour revenir sur Terre et accepter que j'étais incarnée dans un corps et que j'étais là aussi pour m'engager très très concrètement. Donc c'est vrai que ce qui a été préliminaire au social calling, c'était vraiment le spiritual calling et un long voyage pour vraiment revenir dans le réel. Je me souviens que tu m'avais dit, quand je marche dans la rue, je me dis pourquoi les autres ils courent,
que tu revois ta posture physique, que tu manges différemment, que tu fais l'amour différemment, que tout ton schéma corporel, cognitif, émotionnel, psychologique est totalement renouvelé. Et qu'est-ce que ça provoque, en fait, quand tu reviens au boulot ? Ouais, c'est vrai qu'il y a des petites choses très, très anecdotiques, mais le premier jour, quand je reviens... Alors, d'abord, quand je reviens à Paris, je peux pas mettre de talons. J'ai besoin du contact de mes pieds sur le sol, quoi. J'ai besoin d'être à plat. Je peux plus mettre les vêtements que je portais. J'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de matière naturelle, j'ai besoin de confort. Quand j'arrive le premier jour au bureau, j'observe que mon ordinateur, il est pas placé correctement. C'est pas ergonomique, en fait. Je dis là, j'écoute mon corps. Je dis l'écran, il est trop bas. Mon siège, il est trop haut. Donc, je revois toute la configuration de mon espace de travail. Et donc là, c'est une petite anecdote, mais en fait, c'est vrai pour tout. C'est comme si j'avais fait un reset et que j'ai besoin d'être en justesse. Et j'observe mes sensations et j'écoute. Mon GPS devient intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Mais par contre, les difficultés, c'est que moi, mon métier premier, c'est de recruter des cadres dirigeants. Je suis ce qu'on appelle chasseuse de tête. Et quand les candidats se présentent à mon cabinet et que je les vois, je ne suis plus capable de conduire les interviews comme je le faisais précédemment. Passer 1 heure à écouter comment ils ont réalisé du chiffre d'affaires ou comment ils ont changé d'un job à un autre, je ne peux pas parce que j'observe des choses que je ne voyais pas avant. J'ai un exemple à vous raconter. Un jour, je rencontre une femme qui était vraiment au potentiel d'un grand groupe en cosmétiques. Très beau CV, super présentation, tu coches toutes les cases. Sauf que moi, je l'écoutais, je sentais son être pleurer. Je sentais vraiment qu'elle n'était pas bien. Et à un moment, je dis, écoutez, j'ai une question, je suis désolée, mais je sens qu'en fait, peut-être que vous n'allez pas très bien. Vous allez comment, vraiment, en vérité ? Et là, elle recule et elle s'effondre et elle me dit qu'en fait, effectivement, elle ne va pas bien. Voilà. Et ça, en fait, c'était tout le temps. Tous les jours. Les candidats, il y avait des révélations, des eureka, je huguais les gens dans mon cabinet. Donc je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment j'intègre cette spiritualité dans ma vie, quoi ? Comment je reparamètre ma vie ? Alors comment t'as fait pour intégrer cette spiritualité dans ta vie ? Eh bien, j'ai écouté mes rêves. Je me réveille un matin, j'étais avec l'homme avec lequel j'étais mariée à l'époque. Je lui dis, écoute Reza, il faut que je parte en Inde. J'ai un appel là, il faut que je parte en Inde. Et il faut que je parte seule parce que dans mon rêve, j'étais seule. Donc il faut que je fasse ce voyage et je prends mon billet et j'attends le mois d'août pour partir 1 mois en Inde. Ce voyage était très difficile au départ parce que j'avais vraiment rien programmé. Je partais en mode sac à dos, bobo parisienne qui part avec pas grand-chose. Et là-bas, j'expérimente l'errance. J'expérimente le chaos de l'Inde que je connaissais, mais quand tu pars vraiment sans aucun objectif, sans aucun point de chute, en étant une femme seule, c'est difficile. Il y a des moments difficiles en Inde, des moments où, des moments vraiment d'errance. Je sais pas ce que je fous là-bas, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Mais pourquoi je suis venue là ? Je suis venue écouter un rêve, mais c'est quoi ce rêve ? C'est pas un rêve, là. C'est pas un rêve. Et j'avais prévu d'être à Bénarès au lieu du pèlerinage indien. Et à Bénarès, c'est cata, quoi. C'est difficile, c'est pas la bonne période, c'est la mousson. Et mon chauffeur de rickshaw avec qui je lie un lien, qui me guide pendant plusieurs jours à Bénarès, qui me vole de l'argent. Un jour, il me dit... il y a un super endroit où acheter du thé, mais c'est très très loin d'ici. Si tu veux, il se trouve que demain je dois y aller, je t'achèterai du thé, mais exceptionnel. Et je lui donne de l'argent et je lui donne beaucoup trop d'argent par rapport à l'achat de ce thé. Enfin, j'avais pas de coupure, je sais plus trop exactement, mais je lui donne beaucoup d'argent. Et en fait, il m'achète le thé, il me rend pas d'argent. Et je lui dis, mais il est où l'argent ? Il me dit non, mais le thé coûte très très cher. Et bon, je savais qu'il me mentait. Et c'est vrai que là, j'étais dans un niveau logique très spirituel, donc j'étais que dans l'amour, que dans le don. Et quand lui gagne
$1 par jour et que moi j'en gagne 100 fois plus, aujourd'hui je comprends pourquoi il m'a menti, mais sur le moment je comprends pas parce que je suis tellement dans l'amour. Je me dis mais on a un lien, on a un beau lien qui s'est tissé, comment il peut me mentir en fait? En fait, il habitait dans un lieu vraiment insalubre pour nous, qui ressemblait plutôt à un bidonville. Il voulait vraiment qu'on dîne ensemble et me présenter ses parents, ses enfants. Il m'invite et c'était jour de fête parce que j'y allais, donc il y avait du poulet, ils en mangeaient une fois par an, quoi. Puis je me retrouve assise sur un baril, ils étaient 10 dans la salle, c'était la maison, où tout le monde vivait dans cette petite pièce, il y avait le grand-père à côté qui me regardait, qui était très très maigre. Et à un moment, mon chauffeur de rickshaw traduit, le grand-père voulait savoir combien je gagnais en France. Ça me touche. Je suis émue. C'est beau d'être émue. Pourquoi ça te touche? Ça me touche parce que... En fait, c'est vraiment ce voyage en Inde qui m'a permis de comprendre dans ma chair que le monde souffre et que je suis responsable de ne pas agir dans un monde qui souffre. Et là, il y a vraiment eu le social calling en Inde. Il y a vraiment eu de me dire, enfin la compréhension que je devais agir. Que je devais agir, mais concrètement, pas juste en faisant méditer tout le monde, quoi. En agissant très, très concrètement. Et à partir de là, j'ai décidé d'agir. Les choses me sont encore venues par rêve, donc c'est vraiment par des visions intérieures que j'agis. En revenant en Inde, en France d'Inde, j'ai eu envie d'agir dans le monde du travail parce que j'ai lu une citation d'Aristote qui dit votre vocation, vocare, être appelé, c'est là où le monde a besoin de vous, là où le monde a des besoins et besoin que vous agissiez. Donc je me suis dit, moi mes talents c'est d'inspirer, c'est de voir, j'ai un talent de clairvoyance, d'inspirer à partir de mes visions personnelles et de fédérer. Donc là on est vraiment dans mes talents. Et là où le monde a besoin de nous, je crois, de moi, de nous, c'est dans le monde du travail. Faire évoluer notre monde du travail qui est très aliénant pour en faire un monde du travail émancipateur. Un monde du travail où chacun, chacune peut exprimer sa couleur, son intelligence, sa sensibilité, mais aussi être qui il ou elle est, avec ses handicaps, avec ses cassures. Voilà. Et aujourd'hui, j'observe qu'en France et partout dans le monde du travail est normé, le monde du travail aliène, et les personnes ne s'épanouissent pas, ou très peu sont celles qui s'épanouissent. Donc j'ai décidé, et là c'est de la décision, de dédier ma vie à inspirer un renouveau humaniste dans le monde du travail. Et depuis ce jour-là, je ne lâche pas ce rêve, il porte un nom, un verbe créateur, éclore, anagramme de colère. J'ai décidé que éclore serait mon chemin. Alors ce chemin, où en es-tu de ce chemin? Et dans ce chemin, une fois qu'on a une décision comme ça, une fois qu'on fait un vœu sacré, on ne sait pas trop par quel bout commencer. J'ai envie juste de raconter quelques jalons assez décisifs. Le premier jalon, c'est d'oser les petits pas. Et donc quand j'ai pris cette décision, j'ai organisé des meet-up, des événements via une plateforme de coaching, de méditation, de rencontres, d'intelligence collective, plein de choses. Et j'ai accueilli des centaines ou des milliers de personnes dans mon salon. Donc j'ai fait ça c'était le premier petit pas. Et puis du coup, ça a créé une communauté. Et le deuxième jalon clé, c'est la rencontre avec un homme qui s'appelle Riyad Salem. Je rencontre une coach vocale que je voulais mettre dans un atelier. On déjeune ensemble et elle me dit écoute Solène, j'aime beaucoup ton rêve éclore, là, ce projet que tu portes, je trouve ça très beau, très touchant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je dis écoute, je sais pas ce que tu peux faire pour moi, peut-être que j'aimerais rencontrer un prophète.
C'est complètement barré. Hein. Rien que ça. Ouais, je veux rencontrer un prophète. En fait, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est parce qu'à l'époque, je lisais Le Prophète de Khalil Gibran. Et je l'avais acheté, mais pas des centaines, mais au moins une centaine de fois. Et encore hier, je donnais un prophète à quelqu'un. Donc, d'ailleurs, je suis désolée, j'ai plus de prophète là. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle me répond, j'en connais un. Ma question, elle est complètement barrée, mais sa réponse aussi. Elle me dit, j'en connais un. Il s'appelle Riyad Salem. Faut que tu le rencontres. Je dis, ah bon, d'accord. Moi, je savais même pas que ça existait un prophète pour de vrai, mais je veux bien le rencontrer. Donc, j'appelle Riyad. Je lui dis, écoute, je cherche un prophète. Alors, il rigole au téléphone. Il me dit, écoute, je sais pas si je suis un prophète, mais je suis un pro de la fête. Parce que Riyad organise des très gros événements, des 10 000 personnes sur le Champ de Mars, donc il a l'habitude des gros festivals. Et c'était un jalon important dans le chemin Éclore, parce que Riyad est un homme qui incarne la spiritualité. D'ailleurs, il n'en parle pas, il n'a pas besoin d'en parler. Il incarne, il est complètement engagé dans la société avec plein de projets. Et Riyad a une particularité, c'est qu'au-delà d'être en deçà d'être un leader, serviteur et de servir plein de projets, il est né avec un handicap. Il est né sans jambes avec un seul bras. Et au fil de nos échanges avec Riyad, un jour, je lui dis tu sais, Riyad, l'amour va sauver le monde, c'est vraiment ma croyance. Et là, Riyad s'énerve un peu. Il me dit, tu sais, on m'a souvent dit ça quand j'étais petit dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux. On m'a dit, prie, médite, tes jambes vont repousser. Et il me dit, là, Solène, quand tu dis ça, tu es dans le faux. Et l'amour ne sauvera pas le monde. Ou plus exactement, l'amour ne suffit pas à sauver le monde. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon autre déclic, le troisième déclic d'Éclore. Après la spiritualité, après la volonté de m'engager, c'est la compréhension qu'il y a différents niveaux logiques. Il y a le monde spirituel et il y a le monde de la matière. Et l'un n'est pas plus important que l'autre. Et donc aujourd'hui, c'est un message fort que je porte avec Éclore et qu'on porte dans nos événements, c'est oui, faisons du développement personnel, oui, développons notre esprit, allons nous régénérer à la source de la vie sacrée, peu importe quels sont nos chemins spirituels. Mais par contre, n'oublions pas la dimension économique, sociale, politique. Et là, j'ai envie de dire, et là, c'est la militante presque politique qui a envie de s'exprimer, j'ai l'intime conviction que Paris, la France, l'Europe, l'Occident, on a quelque chose à apporter au monde de très, très spécifique. C'est la reconnaissance des dimensions concrètes, visibles, matérielles, qui ne s'opposent pas aux dimensions invisibles, qui les complètent. Notamment, on a une philosophie chez Éclore qui va donner lieu à des modules pédagogiques autour de l'égologie. L'égologie, c'est apprendre à mettre son ego au bon endroit, ni trop haut, ni trop bas. Et moi, j'étais pendant quelques années dans la croyance qu'il fallait déconstruire l'ego, que l'ego n'existait pas, donc je me dépersonnalisais, je voulais pas avoir de caractéristiques personnelles. Et grâce à Riyad m'a sauvée de ce délire spirituel. Vraiment, il m'a sauvée. Aujourd'hui, je le reconnais, je suis tombée dans cette impasse. C'était peut-être une forme d'ego spirituel, d'ailleurs, de ma part. Je sais pas. Mais j'étais dans la croyance que seul comptait l'amour. Et en fait, justement, parce que l'amour compte, il faut l'incarner. Et comment on l'incarne ? Si un voleur vient chez moi qui veut me prendre mes meubles, je lui dis pas « Prends, tout est à toi, je ne fais de rien une affaire personnelle. » Non. Je lui dis « Non, là, t'es chez moi, mec. Et là, tu vas ressortir, sinon j'appelle les flics. » Et en fait, c'est drôle de le raconter comme ça, mais j'ai vraiment été dans cette impensée. J'ai vraiment été dans cette croyance. Et j'ai envie de le dire haut et fort, parce que je sais qu'il y a des millions de personnes qui découvrent la spiritualité et qui tombent dans cette erreur. Alors, comment est-ce que tu es revenue incarner cette personnalité forte au sein de ce monde économique
avec Éclore? Alors écoute, je vais faire quelques confidences. Ces dernières années, j'ai compilé 2 vies. J'avais ma vie de chasseuse de tête dans un cabinet corporate, un beau cabinet international. Et à côté, j'avais Éclore qui était ma Madeleine de Proust. Tu vois, l'endroit où il n'y a pas d'enjeu économique, où je suis qu'avec des gens que j'aime. Et donc, j'ai vraiment mené en parallèle ces 2 vies, avec pas mal de passerelles, mais j'avais quand même ces 2 vies. Et là, je suis en train de quitter le cabinet de recrutement dans lequel je suis depuis presque 15 ans pour me dédier à cet engagement Éclore. Éclore, pour se déployer, a le droit d'aller chercher de l'argent. On doit vraiment réconcilier l'ordre économique, matériel, l'ordre spirituel, culturel. Et aujourd'hui, je crois que je suis bien dans mes 2 bottes, quoi. C'est quoi, si tu devais résumer en quelques mots, ce à quoi tu aspires avec Éclore? Éclore est un mouvement culturel d'humanité au travail. Culturel signifie que nous sommes créateurs ou co-créateurs d'une nouvelle culture de société. Cette culture de société met au centre l'idée de la personne et de la relation entre les personnes. La conviction intime que nous portons, c'est que nous vivons dans une société individualiste. Les personnes sont anonymisées, elles n'ont plus de visage, on est masqué dans les 2 sens du terme. Et donc ce que nous portons aujourd'hui collectivement avec Éclore, c'est une nouvelle culture de société avec une vraie considération pour les personnes. Réhabiliter le je, être capable de dire je suis. Je suis femme, je suis homme, je suis trans, je suis vieux, je suis noir, je suis homosexuel, je suis. Et être capable de dire ce je dans tous les pans de la société, face à son banquier, son employeur, voilà. Qu'on arrête de porter ce masque, mais en reconnaissant la personne. C'est-à-dire que souvent, quand on dit « faut pas porter de masque, on est tous humains, frères et sœurs », non. On est tous humains et on a un visage singulier. Donc, le message qu'on porte, qui est très particulier chez Éclore, c'est se dire oui à cette humanité qui fait qu'on est tous ensemble frères et sœurs. Et là, c'est la dimension spirituelle où toi et moi, nous sommes les mêmes. Et en même temps, Émilie et moi, Solène, nous ne sommes pas les mêmes. On a nos visages, on a nos parcours, nos sensibilités, nos intelligences. Et donc, c'est vraiment réhabiliter la personne dans ce qu'elle a de plus digne et de plus noble pour sortir du politiquement correct ou du spirituel bullshit et dire ce qui est et reconnaître la réalité, notre réalité et celle des autres. Et j'avais beaucoup aimé aussi ce que tu m'avais dit en préparant cette émission. Le prochain Bouddha sera collectif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ouais, hommage à un acteur du changement très très présent sur les réseaux qui s'appelle Lorenzo. C'est Lorenzo qui m'avait donné cette citation et je pense qu'elle vient encore de quelqu'un d'autre. Ce que ça signifie pour moi et pour nous, Éclore, c'est qu'il n'y a pas un être transcendantal quelque part, peu importe comment on l'appelle, qui a recherché. Il y a une source qui est la vie qui est sacrée. Et le Bouddha sera collectif, c'est-à-dire qu'on doit incarner la sagesse, la spiritualité au quotidien dans nos relations les uns aux autres. Et d'ailleurs, j'ai envie de pousser un autre coup de gueule. Je connais plein de personnes qui se disent très éveillées, etc. Mais quand ils sont confrontés au réel, faire la queue pour acheter sa baguette de pain, le quotidien, quoi, cette spiritualité, on la voit pas. Et c'est super d'être spirituel. Allons faire des séminaires, méditons, etc. Mais ça doit se traduire très directement dans nos relations. Et je l'espère dans un nouveau modèle de société. Donc c'est ça que ça veut dire, le Bouddha sera collectif, c'est qu'il se donnera à voir dans nos vies de société au quotidien. Autour de la machine à café, à la boulangerie, auprès des nôtres, auprès de nos familles, etc. Nous sommes tous partie prenante d'une communauté qui s'appelle les humains. Et je pense que quand on aura pris conscience de ça, collectivement et individuellement, on pourra faire un vrai mutualisme. J'aimerais participer à faire vivre l'esprit premier du mutualisme, qui est cette philosophie humaniste. Et donc c'est la philosophie humaniste que je souhaite propager pour que le mutualisme puisse s'ancrer très concrètement dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos institutions.
C'était le 30e épisode de Social Calling. Si tu as envie d'éclore dans ta vie, je t'invite à rejoindre les rangs du mouvement culturel d'humanité au travail fondé par Solène et toute sa communauté. En devenant membre de l'association Éclore, tu te questionnes sur ton humanité au travail, tu en nourris le sens et tu fais fleurir tes talents. Si tu sens le calling te gratouiller l'oreille, rendez-vous sur www.eclore.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un mois avec un homme qui met toute son énergie au service du monde pour développer la production d'énergie renouvelable en s'appuyant sur un mouvement citoyen. Avec lui, j'ai compris que notre progrès ne se mesure pas à la somme de nos inventions, mais à la somme réintégrée du monde que nous reconnaissons comme nous-mêmes. Je compte donc sur vous pour continuer à faire preuve de solidarité, à mutualiser votre temps, votre espace, votre argent, votre amour, votre savoir et votre énergie, bref, tout ce que vous pouvez mettre en commun pour construire un monde plus juste. Prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'écouter votre petite voix intérieure qui vous murmure « Vas-y, change de vie ».